Salut à tous, bienvenue dans The TV Society. Ici, on parle total vidéo, de la TV linéaire à la CTV, de la vidéo online aux stratégies marketing. On décrypte les enjeux publicitaires, les contenus et la façon de séduire des annonceurs, mais aussi un public de plus en plus exigeant. Une émission en français dans le son et internationale dans le ton. The TV Society, une émission Minted produite par The Society's Media avec le soutien d'Audience Project. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure cross-vidéo des audiences TV. Les grands enjeux au cœur du débat, c'est comment définir et harmoniser cette mesure dans un paysage fragmenté, on va dire. Quel modèle économique et technologique la rendent possible, cette mesure, et quels bénéfices concrets pour les annonceurs et pour les agences. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir les premiers invités de ce premier épisode. Émilie Carcassonne d'Audience Project, Magali Elbaz du groupe SEB, Laurent Bliot de TF1 Pub, Julien Rosanvallon de Médiamétrie. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de The TV Society. Et pour ce premier numéro, on a du lourd, que ce soit en termes de thème ou que ce soit également au niveau de nos invités. Et autour de la table, justement, nous avons du lourd en la personne de Émilie Carcassonne. Merci d'être là. Bonjour Michel. Laurent Bliot de chez TF1. Merci. Enchanté. Donc Émilie Carcassonne d'Audience Project, j'ai oublié de le dire. Magali, tu nous viens de chez SEB. Tout à fait, enchantée. Enchanté. C'est la première fois effectivement que tu viens sur ce plateau et qu'on se rencontre. Donc merci à toi et merci pour ta confiance. Merci pour l'accueil. Ça a été un grand plaisir. Et enfin, toi, Julien Rosanvallon, Bonjour, de Michel. chez Médiamétrie. Alors Magali, je n'ai pas dit ton nom de famille. Je manque à tous mes devoirs. Magali Elbaz, tu es la directrice marketing au sein du groupe SEB. Alors ici, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème extrêmement important pour l'ensemble du marché publicitaire et notamment le marché de la publicité TV, mais pas que, la télévision également, on va dire la vidéo également, puisqu'on va parler mesure d'audience cross-vidéo. Et pour commencer, première question, on va partir sur de la définition et la compréhension de ce concept de cross-vidéo. Émilie, comment fonctionne justement ce principe de mesure d'audience cross-vidéo? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Alors la mesure d'audience cross-média, en fait, telle que mise en œuvre aujourd'hui par Audience Project, s'appuie sur trois méthodologies de mesure distinctes. La première, c'est l'intégration aux plateformes médias, donc aux gros carrefours d'audience, et je pense notamment au walled garden, basé notamment sur des identifiants. La seconde méthodologie de mesure, en fait, s'appuie sur des pixels de tracking, donc des pixels qui vont nous permettre d'aller traquer et de l'open web et de la CTV. Et enfin, la dernière méthodologie de mesure va être basée en fait sur ce qu'on appelle de l'étalonnage de panels ou de la calibration, on peut aussi dire ça comme ça, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes accords avec tous les acteurs. Donc ce modèle de mesure, il est basé d'un point de vue mesure des audiences et notamment de la couverture sur cible et puis également des profils sociodémographiques et sur nos panels propriétaires. Donc on a un panel propriétaire par marché et sur les populations virtuelles synthétiques qu'on développe qui proviennent notamment des données de recensement. Donc en France, on utilise notamment les données en provenance d'Istat. Ça permet en fait donc, comme je vous le disais, de calculer la couverture sur cible pour les campagnes des annonceurs et également le type de profil sociodémographique qu'on va aller toucher. Et ça nous permet également, au travers notamment de la population virtuelle synthétique, d'aller opérer les déduplications entre les différentes plateformes ou environnements et à terme également avec les données de la télévision en France. Merci Émilie. Laurent, Émilie à l'instant vient de nous parler, on va dire, de trois modes de mesure cross-vidéo. Pour un acteur comme TF1, c'est quoi les enjeux dans ce type de mesure cross-vidéo et comment intégrer dans votre offre publicitaire cette nouvelle logique en suivant, les audiences multi-écrans? Alors déjà, il y a un enjeu qui est pour tout le marché et qu'on arrive à résoudre grâce à Audience Project, c'est celui d'avoir les datas des grandes plateformes en univers fermé.
Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas évident à faire. Et grâce à Audience Project, on aura ça. Le principal enjeu pour nous, et je pense qu'on le partage avec des entreprises de SVOD comme Netflix et consorts, j'allais dire, c'est qu'on ait une véritable comparabilité, puisque les standards de mesure varient assez fortement, on va dire, entre la télévision linéaire et le digital. Et alors, au-delà de ça, petite parenthèse, pour la télévision linéaire, il est le même dans aucun pays quasiment. Et il se trouve qu'en France... Tu veux dire le mode de mesure en télé linéaire? Le standard, c'est-à-dire comment on définit le KPI qui fait la monnaie du marché, en fait. Okay. Et il y a plein de détails sur est-ce que effectivement un écran de télévision, par exemple, le GRP d'un écran de télévision, dedans le zapping il n'y est pas, puisque le zapping n'est pas compté, et c'est la moyenne des gens qui ont été assidus à 100% de l'écran. Donc ça intègre un critère de complétion sur la publicité. Ce qui, dans les standards du digital, est plus ou moins pris en compte, on va dire, puisqu'il y a plusieurs standards dans le digital, je ne vais pas détailler ici, plus ou moins pris en compte, mais jamais au même niveau que la télé. Donc, en fait, toute la difficulté du travail est d'obtenir un consensus, parce que en France, on a l'habitude d'établir des consensus sur les mesures grâce à Médiamétrie, puisqu'on a tous les collèges représentés, les annonceurs, les plateformes, la télévision et les agences. Toute la difficulté du travail qu'on est en train de faire avec Médiamétrie et tous ces gens, c'est d'établir des standards dont tout le monde pourra se dire qu'ils sont comparables et qu'on ne va pas comparer un inventaire où on a 100% de complétion sur la publicité avec un inventaire qui n'aura été vu qu'à 2 secondes, pour donner juste un exemple. Donc ça, c'est pour nous, et je pense pour les annonceurs aussi, mais je laisserai bien sûr Magali donner son point de vue. C'est vraiment la difficulté fondamentale, et croyez-moi, c'est pas facile. Ensuite, pour TF1 Pub, c'est vrai que comment on l'intégrera dans notre offre, il se trouve qu'on va annoncer dans quelques jours, puisque on tient une conférence de presse la semaine prochaine et qu'on lance les conditions commerciales du broadcast la semaine d'après. On va annoncer... Semaine où sera lancé le premier épisode de The TV Society. Quelle bonne synchro, puisque le lancement des conditions commerciales de l'univers des broadcasters, qui est décidé, je veux dire, là aussi en consensus avec le marché, c'est le 22. Donc voilà, on va annoncer le lancement de TF1 Ad Manager, qui est notre nouvelle interface client. C'est le nouveau store, en fait, où on aura des nouveaux parcours pour la télé linéaire, des nouveaux parcours pour le digital, avec également des nouveaux services, TF1 Academy pour se former, se certifier. Mais la brique cross, on attendra 2027, puisque c'est la feuille de route de Médiamétrie qui va, je spoil un peu Julien, mais il va le faire mieux que moi, lancer un MVP dès le T1 26. Qu'est-ce que tu entends par MVP? Un minimum viable product, c'est-à-dire des premiers produits où il n'y aura pas toutes les fonctionnalités. Julien en dira mieux que moi. Et avec une phase industrielle qui est en ce moment dans la roadmap de Médiamétrie en 2027. Donc nous, c'est en 2027 qu'on lancera les fonctions cross, puisque on veut lancer les fonctions cross au moment où les KPIs ont été validés en consensus par le marché, puisqu'on ne veut pas donner des scores de déduplication avec des données internes probabilisées, comme le font beaucoup de plateformes internationales et parfois quelques acteurs locaux. Merci Laurent. Alors Julien, Laurent a cité un mot quand même très très important, c'est la comparabilité. Et effectivement, c'est un peu l'attente du marché aujourd'hui. De ton point de vue, du point de vue de la mesure en France, puisque également Laurent disait que la mesure était un peu différente en fonction des pays, mais en France, comment aujourd'hui tu définirais la mesure cross vidéo? Peut-être déjà reprendre un petit peu de perspective et un pas de côté par rapport à tout ça. Médiamétrie a déjà un ADN assez cross parce qu'on mesure la télé, la radio et le digital depuis pas mal d'années. Mais jusqu'à présent, il faut dire les choses, ces mesures, elles étaient globalement en silo. Alors, on avait développé au fil des années des mesures qui faisaient la connexion. On avait notamment une mesure cross qui s'appelait XR, mais qui n'était pas satisfaisante et qui achoppait sur pas mal de points, notamment sur un point essentiel, sur le point des métriques, puisqu'elle ne permettait pas de définir des métriques totalement homogènes et équitables entre tous les acteurs. Ce qui a changé, c'est qu'il y a un marché de la vidéo, du point de vue des usages et de la pub, qui a totalement changé. C'est 30%, en gros, un tiers du temps passé vidéo, c'est un temps passé sur des plateformes, y compris celle des chaînes. Et tout ça, ça fait beaucoup bouger le marché.
En premier lieu, les annonceurs, notamment réunis au sein de la WFA, ils ont, au moment un petit peu avant la pandémie, édité un manifeste disant « On a besoin que les choses bougent et on a besoin d'une mesure qui va nous permettre d'avoir des données comparables et qui permettront de façon équitable et transparente de prendre des décisions d'investissement publicitaire. » Ça, c'est clé. À ce moment-là, nous, on a lancé un grand plan d'investissement pour répondre justement à ces enjeux et à ces attentes qui sont celles des annonceurs, mais qui sont aussi celles de beaucoup de médias qui attendent cette capacité à avoir une vue globale qui est fair, équitable. On a commencé dès la fin de l'année dernière à livrer des premiers éléments et petit à petit, en gros, depuis 12 mois, on livre un certain nombre d'items et de résultats au marché. Cela étant dit, on avait, par rapport à cette roadmap, au début, un problème. C'est que quand on commençait à parler de mesures, on parlait beaucoup avec les médias et avec les broadcasters et on ne parlait pas avec les plateformes. Ça, c'est un sujet parce que la mesure, elle ne peut pas se définir uniquement avec une partie des acteurs. Et tu l'as dit toi-même, il faut que ça reflète les habitudes de consommation, les nouvelles habitudes de consommation de l'ensemble des téléspectateurs. On a beaucoup travaillé avec le marché pour discuter, dialoguer avec ces plateformes et on a réussi à embarquer ces acteurs dans nos mesures et en particulier en créant un comité. Le comité, c'est un nom un peu pompeux, mais c'est en gros un lieu dans lequel on se réunit pour discuter et voter ensemble des évolutions du marché et créer ce langage commun. Et je crois qu'il faut dire de ce point de vue-là qu'il y a un élément assez essentiel qui a changé, c'est que avant les mesures, c'était défini très localement. Et Laurent le disait, même si les mesures télé entre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis se ressemblaient, en réalité, parfois il y avait des différences énormes dans la méthodologie précise, notamment sur la définition de ce qu'est un écran publicitaire. Et là, ce qui change, c'est qu'on voit que, évidemment, on a toujours ce besoin d'avoir une mesure qui reste souveraine et qui va prendre en compte des spécificités locales. Et elles sont réelles et elles doivent être prises en compte. Mais il y a aussi une réalité, notamment portée par les annonceurs, qui ont une vue internationale. Et donc, il faut arriver, et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va s'appliquer à faire dans ces comités, notamment sur les dialogues autour des indicateurs, à avoir cet équilibre. Et puis, juste pour finir un mot, c'est que on a développé un certain nombre de choses, mais on a annoncé avec Audience Project un accord pour s'associer et accélérer notre roadmap parce qu'on a conscience qu'on a lancé un certain nombre de choses, mais les attentes du marché, elles sont très élevées. Et donc, on a décidé de s'associer avec Audience Project pour répondre justement à un certain nombre de points sur lesquels on avait besoin de développer la mesure, mesurer plus d'écrans, avec plus de plateformes sur un scope d'inventaire élargi. Et ça, c'est un point très positif pour le marché. J'en suis convaincu. Merci Julien. Alors, tu parlais à l'instant de langage commun, tu parlais de l'attente du marché et notamment au travers du partenariat avec Audience Project, tu parlais même de manifeste au niveau des annonceurs au niveau mondial. Et justement, Magali, tu es un peu la juge de paix et j'allais dire le porte-parole des annonceurs sur ce plateau. Lourde responsabilité. Alors Magali, justement, pour un annonceur international comme Seb, que signifie concrètement cette nouvelle approche de mesures cross-vidéo? Ouais. Alors déjà, nous, notre objectif premier en tant qu'annonceur, en fait, il est d'aller pouvoir adresser les consommateurs là où ils sont présents pour pouvoir faire croître nos marques. Et c'est vrai qu'on a des grosses marques qui sont des marques internationales. Et or, c'est ce que vous disiez jusqu'à présent, c'est que la consommation des médias, et aller toucher les consommateurs, mais on est passé d'un monde où effectivement c'était relativement simple parce qu'il y avait un écran qui rassemblait tout le monde, à une consommation qui est de plus en plus morcelée, et dont en fait la diversification s'accélère de manière assez incroyable. Avec l'émergence, on voit très régulièrement l'émergence de nouvelles plateformes, que ce soit en social media, mais aussi de nouvelles plateformes de consommation vidéo. Et c'est vrai qu'en tant qu'annonceur, avec notre objectif d'aller toucher les consommateurs là où ils sont présents, ça devient un vrai casse-tête pour faire de la planification média. Donc nous, on a ce vrai besoin d'avoir une lecture unifiée finalement
quand on planifie nos plans pour faire les bons choix de plateforme et aussi quand on lit la performance de nos plans pour être capable de s'assurer d'aller toucher non pas 10 fois les mêmes personnes, mais des personnes qui sont incrémentales systématiquement. Il faut aussi se mettre du point de vue des consommateurs. Les consommateurs, ils voient et ils sont exposés quotidiennement à plusieurs milliers de messages publicitaires, littéralement. Et je pense que c'est aussi une responsabilité de l'ensemble de l'écosystème média de s'assurer qu'on ne surexpose pas les gens. Donc je pense qu'il y a aussi ce point-là qui est important. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on procède quand on est un annonceur ? En fait, on regarde plateforme par plateforme. On peut utiliser des mesures qui sont un peu... qui existent aujourd'hui, comme tu le mentionnais, Julien, qui sont partielles en termes de plateforme qu'elles couvrent et de médias qu'elles couvrent, et qui sont aussi imparfaites dans leur manière de mesurer et dans la méthodologie parfois. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de discussions avec nos agences en termes de méthodologie, en termes de définir notre standard en tant qu'annonceur, en fonction de nos exigences à nous. Et puis les méthodologies qu'on a, elles sont du coup de facto imparfaites parce qu'il y a beaucoup d'estimations. Ouais. On se fie sur les données des plateformes elles-mêmes qui nous sont fournies. Sont jugées parties. Et puis on met là-dedans des critères de qualité évidemment comme de la complétion, comme de la visibilité, est-ce que l'audio est on ou pas. Et on essaye d'estimer globalement ce qu'on fait. Donc l'attente de la mesure unifiée, elle est très forte pour avoir besoin pour vraiment répondre à notre besoin de mieux planifier, mieux mesurer. Et on a besoin, pour qu'elle soit vraiment pertinente pour nous, d'intégrer un maximum de plateformes dans cet exercice-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on s'attache à faire un maximum. Je pense que ce ne sera pas parfait au démarrage, mais il faut qu'on démarre. C'est surtout ça le message. Et il faut qu'on arrive à acquérir une certaine flexibilité aussi dans les indicateurs qu'on met. Parce que la réalité de nos campagnes, c'est que quand on lance une campagne qui est très récente, très émotionnelle, on va forcément vouloir s'assurer d'un taux de complétion maximal de la campagne avec le son sur un très bel écran, etc. Quand on est sur des campagnes qui ont déjà tourné plusieurs fois et qu'on est sur des catégories qui sont relativement établies, est-ce qu'on a besoin que les consommateurs voient l'intégralité du message ? Peut-être moins. Et peut-être qu'on a des opportunités d'optimiser. Donc, peut-être qu'on sera moins sur un standard qui est le standard ultime, effectivement, de l'écran télé. Et on sera peut-être sur des standards où on a besoin de taux de visionnage, de complétion qui sont peut-être un peu moins élevés, mais c'est aussi des manières pour les annonceurs d'optimiser nos investissements pour les réinvestir là où on a vraiment besoin de plus de qualité, par exemple. Merci Magali. Tu as parlé de diversification de la consommation. Tu as parlé, ça c'est du côté, j'allais dire, des téléspectateurs, des consommateurs, mais également optimisation du côté, j'allais dire cette fois-ci, des annonceurs et de leurs partenaires médias comme partenaires technologiques. Et justement, je vous propose de parler maintenant des enjeux business et marketing. Et Émilie, est-ce que tu peux nous donner les enjeux business et marketing autour justement de cette mesure cross-vidéo ? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'on a quand même largement parlé là sur le plateau juste avant, mais la mesure d'audience cross-média aujourd'hui, effectivement, elle est clé pour les annonceurs pour pouvoir gagner en efficacité, que ce soit en fait en termes d'impact sur la reconnaissance de marque ou d'impact tout simplement sur les ventes. Donc, on en parlait, les annonceurs font quand même face de plus en plus à un paysage médiatique qui est fragmenté. Donc, il y a de plus en plus de carrefours médias, ce qui complexifie en fait la mise en place de la mesure. Il y a eu une multiplication des walled gardens. Malheureusement, la mesure d'audience en fait n'est pas toujours possible. Ça dépend des accords. Et nous, chez Audience Project, c'est vrai qu'on se bat pour pouvoir mesurer un maximum de walled gardens, mais on n'a pas encore signé les accords avec l'entièreté de l'écosystème, je dirais, même si on a fait quand même des grands avancements, puisqu'on a Google, Meta, Netflix, Disney. On vient de signer un accord avec Pinterest. Mais voilà. C'est bien déjà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en discussion quand même avec Snap, avec TikTok. Donc voilà. TikTok, ça va être interdit. Non, mais je veux dire, allier la mesure sur l'environnement de TikTok, c'est effectivement des discussions qui sont aujourd'hui chez nous assez complexes et qu'on arrive à pousser, notamment avec l'aide des annonceurs qui travaillent avec nous de manière quotidienne. Donc ça, c'est une première chose. Après, il faut être en capacité, comme le disaient Laurent, Magali et Julien tout à l'heure, de mesurer en fait la qualité de l'exposition, effectivement de comparer ce qui est comparable. Il y a des notions également, en plus de la taille de l'écran, du format, qui sont des notions aujourd'hui qui apparaissent sur l'attention.
Donc, c'est vrai que l'efficacité va pas être la même en fonction de l'attention qu'une personne va avoir sur tout type d'écran. Donc ça, c'est un des enjeux qui est quand même assez clé. Et puis après, il ne faut pas oublier quand même l'importance aussi de la confidentialité. Donc la confidentialité, la capacité à pouvoir traquer dans un monde qui devient cookie-less, ça provoque, je veux dire, aussi des difficultés sur la mise en place voilà, de cette mesure pour pouvoir avoir une efficacité je dirais maximale quand on pense au plan média mis en œuvre par les annonceurs. Voilà. Merci Émilie. Laurent, Émilie vient de citer un mot plusieurs fois, c'est le mot efficacité. Et justement, c'est un peu la grande attente des annonceurs hein, quand ils vont chez TF1 et quand on parle notamment de retour sur investissement. Pour toi, quelles sont les opportunités que cette mesure cross-vidéo va ouvrir pour renforcer justement la valeur des inventaires face aux fameuses plateformes internationales, j'allais dire TikTok compris. Non, je plaisante. Pas de problème. Bon, en fait, Magali est mieux placée que moi pour les enjeux des annonceurs, mais moi, je vais parler des enjeux pour nous comme industriels, en fait. En fait, l'enjeu, c'est la réconciliation de nos inventaires, puisque il ne vous aura pas échappé que la consommation de nos contenus se délinéarise vraiment énormément, hein, puisque si on prend les programmes qui sont les plus délinéarisés, ça peut être jusqu'à 30% des audiences qui ne se font pas avec le broadcast linéaire et qui se font sur TF1+, à un moment ou à un autre. Et encore, je ne prends pas les choses extrêmes comme les téléréalités, où là, c'est plus de la moitié des audiences qui sont en dehors de la télé linéaire. Donc c'est sûr que pour nous, ça nous permettra de réunifier ces inventaires, quand c'est la demande des clients, de les combiner avec, à l'arrivée, des résultats de déduplication et de couverture. Et quand ça n'est pas leur demande, ils resteront dans les silos. Et c'est vrai que il nous semble, hein, puisqu'on fait beaucoup d'études et qu'on parle quand même beaucoup avec nos clients, que dans cet univers qui continue à se fragmenter, hein, puisque la fragmentation, elle n'est pas terminée, ça se continue, l'enjeu de base, si on est un peu basique et qu'on revient tout en haut, même au-delà du haut du marketing funnel, c'est déjà le reach en fait. Puisque quelle que soit la taille de votre cible, il faut la couvrir la plus largement possible en fait. Et ça aujourd'hui, comme le disait Magali, on est un peu tous à l'aveuglette avec du bricolage, hein, on va dire, hein, et sans le dire de façon péjorative, parce qu'on le fait tous avec les moyens qu'on a en fait. Hein. Donc pour nous, l'enjeu, ça va être effectivement de pouvoir dire à nos clients, tu vois, sur cette campagne-là, quand tu mets TF1+, en plus de nos chaînes linéaires, tu gagnes X points de couverture au premier contact et toute ta distribution de contacts s'en trouve améliorée. Donc vraiment, pour nous, c'est un enjeu industriel de meilleure valorisation de nos inventaires, d'autant que, vous le savez, les coûts pour mille, on va dire, de la télévision linéaire sont moins chers globalement. Hein, y a des subtilités, mais globalement, que ceux de nos plateformes de streaming. Mais comme nos plateformes de streaming touchent davantage de petits consommateurs, finalement, quand on va regarder, quand les clients vont être capables de calculer, si je regarde au point de couverture apporté par le streaming des broadcasters sur ma courbe de distribution des contacts, par exemple à 3 contacts et plus, qui est souvent un standard utilisé par les clients, oui, c'est vrai que c'est plus cher en CPM, mais néanmoins, au coût au point de couverture, c'est quand même très avantageux. Voilà, donc vraiment pour nous, il y a un enjeu industriel de pouvoir continuer à valoriser nos inventaires pour le juste apport qu'ils ont auprès des clients, dans un premier temps sur le reach. Et pourquoi je parle du reach ? Puisque on fait pas mal d'études, et Magali, je suis sûr, en fait beaucoup aussi, et récemment on en a fait une avec Kantar, qui nous ont montré que quand on gagne un point de considération, pour gagner le point de considération, il faut déjà que votre cible, elle vous ait vu, on gagne 0,34 de pénétration sur les ventes. Donc, c'est mathématique. Il n'y a pas des items qui font que le haut du funnel. Déjà, si on veut avoir du bas de funnel, généralement, il faut avoir du haut. En revanche, il y a des items qui ne font que du bas de funnel. On sait lesquels ce sont. Et je ne dis pas qu'ils sont inutiles, mais ils sont souvent complémentaires. Et bien souvent, ils s'arrogent une partie de l'efficacité qui vient du haut du funnel, en fait. Donc, pour moi, pour nous, vous comprenez que l'enjeu est très important. Donc, enjeu très important d'un point de vue industriel. Et le mot-clé, c'est le mot reach.
c'est une vraie opportunité pour avoir un reach complet cette fois-ci, quels que soient les écrans. D'autant avec la massification des audiences de TF1+. TF1+, là, cet été, on est monté à 42,5 millions de VU, donc voilà. Et avec, effectivement, maintenant, c'est un asset adressable massif. Donc, il va vraiment apporter des différentiels dans les distributions de contacts. Merci à toi, Laurent. Alors justement, Julien, sur la base de ce que vient de nous exposer Laurent, notamment à travers le reach et le fait que l'ensemble, j'allais dire, des assets de TF1 sont mesurables aujourd'hui, quels sont les nouveaux indicateurs de performance ou de comparabilité, autre mot-clé qu'a prononcé Laurent au tout début de cette émission. Et par rapport à ça, est-ce que ça répond aux besoins du marché français, quoi ? Je voudrais redire que le partenariat qu'on a signé avec Audience Project va nous permettre justement de mesurer plus d'écrans, plus de formats et plus de plateformes pour répondre à cet enjeu. Et pour ça, la nouvelle mesure Cross de Médiamétrie qui va pouvoir accélérer, je dirais, ces livraisons, va utiliser des assets méthodos et des données issues de nos panels et notamment avec une vision single source pour répondre à un enjeu clé qui est celui de la duplication. Parce que l'enjeu publicitaire, c'est d'arriver à comprendre comment une exposition dans un environnement 1 et un environnement 2 se complètent, quelle est la couverture incrémentale, etc. etc. Et donc de combiner ces assets avec les assets technologiques d'Audience Project, selon une roadmap dont on reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure et que Laurent évoquait en introduction. Mais évidemment, au-delà de ça, le deuxième enjeu clé, le deuxième pilier de cette discussion, c'est celui des normes. Une fois qu'on définit le système technologique, comment est-ce qu'on reporte les audiences ? Et alors, c'est un sujet sur lequel Médiamétrie discute depuis pas mal de temps, et même on avait engagé la discussion il y a très très longtemps. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire, on laissera ça J'étais là. pour les bons ouvrages sur la mesure d'audience. Mais plus récemment, le sujet a été repris et en fait, on a été très pragmatique et je crois que le travail qu'on a initié avec le marché est assez unique et on en a beaucoup parlé avec nos homologues européens, c'est de prendre en fait un certain nombre de campagnes, de prendre différentes normes et de voir comment est-ce que ces normes impactent les résultats sur des éléments essentiels, la couverture, la répétition et le nombre de contacts. Et derrière ça, donc ce travail, il a été partagé de façon très collégiale dans des ateliers, dans des groupes de travail et désormais dans un comité qui aura, avec les broadcasters, les agences, les annonceurs et les plateformes, le pouvoir et la nécessité de trancher sur le ou les indicateurs qu'on doit retenir. Et si j'essaie de résumer un peu aujourd'hui sur ces indicateurs, les deux grandes questions qu'il reste. Pendant longtemps, on a imaginé que la solution à la mesure cross-média passerait par la définition d'un indicateur unique. Ouais. Alors, le sujet n'est pas tranché, n'est pas voté, mais au fur et à mesure des discussions, et je crois que Magali l'a évoqué tout à l'heure, on voit que, en particulier les annonceurs, évoquent la nécessité d'avoir peut-être une multiplicité d'indicateurs qui potentiellement peuvent répondre à des types de campagnes et à des objectifs marketing qui sont différents. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et le point qui est essentiel, c'est faut se souvenir que l'univers du digital est né avec un système de mesure qui ne connaît pas le temps passé. Quand les premiers ad serveurs arrivent, un ad serveur compte une impression à partir du moment où la page se charge, ou en tout cas à partir du moment où le script qui lance apparaît dans la machine. Le temps passé n'existe pas. Alors que l'univers de la télévision, globalement, et ça c'est quand même vrai partout dans tous les pays du monde qui mesurent la télévision, intègre le temps comme une composante essentielle de mesure. Évidemment, ça fait beaucoup de différence parce qu'à un moment où on vend des messages vidéo et que ce message, c'est un message en 3 dimensions, une image avec le temps. Et un annonceur a besoin de savoir si le message qu'il a financé auprès de son agence créa
Est-ce qu'on a entendu le claim au début? Est-ce qu'on a entendu la démonstration? Est-ce qu'on a entendu la conclusion? C'est évidemment essentiel. Et puis, on le sait, parler d'efficacité, cette durée, elle est très corrélée à l'efficacité. Et donc, on a un ensemble de métriques qui prennent en compte de façon variable. Il y a les indicateurs MRC qui intègrent un seuil de visibilité à 2 secondes et qui intègrent dans une deuxième métrique une mesure, une pondération par la durée. Il y a des impressions sans aucun seuil et ça continue d'être utilisé. C'est une métrique qui reste un élément important pour des acteurs du digital. Et puis, à côté de ça, on a testé, là c'est la nouveauté de cet été, des métriques avec des seuils de durée à 25% de visibilité, de durée 50, 75 et 100. Donc tous ces travaux ont été mis à jour avec ces nouvelles métriques. Et là, on est en train d'en parler avec les acteurs dans des groupes de travail qui ont lieu là au cours du mois de septembre. Et peut-être, en tout cas, première discussion en comité en octobre pour voir si on arrive à trouver un consensus et avancer. Merci Julien. Alors Magali, on a parlé à l'instant de normes, comment reporter les audiences, et puis on a parlé aussi de 3 éléments très importants qui étaient la couverture, la répétition et le nombre de contacts. Quand on parle de tout ça, de loin comme ça, on se dit, est-ce que ça va pas un peu plus complexifier les choses? Mais je vous dis ça en termes un peu comme un béotien, etc. C'est une vraie question. Je vous dis ça, j'essaie de me mettre, tu me diras Magali si je me mets bien à ta place ou pas, mais Magali, comment ces nouvelles mesures vont t'aider à arbitrer tes investissements entre les différents écrans et carrefour d'audience, sachant que, comme l'a dit Julien, il y a une volonté d'adaptation en fonction de vos objectifs marketing, de vos objectifs en termes de retour sur investissement. Comment toi, tu vois cette nouvelle mesure comme une aide pour arbitrer? Ouais, tout à fait. Et je pense que le premier point qui est important sur cette nouvelle mesure, c'est que c'est vraiment de la mesure et que ce n'est pas la volonté d'avoir un outil de trading. Et je pense que ça, c'est très important de le mentionner parce que c'est la vraie volonté des annonceurs et je crois du marché en général de se dire c'est une manière de mesurer et pas de négocier derrière et d'avoir une nouvelle monnaie d'échange. Et l'autre point, c'est, je rejoins complètement ce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, notre enjeu principal, il est le reach, la couverture, qui derrière va générer mon intention d'achat, qui derrière, en fait, va permettre de pouvoir générer de la croissance sur nos marques. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que j'arrive à m'assurer d'avoir un maximum de reach et de couverture unique avec le bon niveau de fréquence et avec effectivement le bon niveau de visibilité, d'attention, de complétion, etc. C'était ce qu'on se disait. Et pour nous, l'enjeu en tant qu'annonceur, c'est de pouvoir arriver à s'assurer de ça sur l'intégralité de notre plan. Là où aujourd'hui, en fait, l'ensemble est complètement morcelé. Et donc, construire un plan média, en fait, aujourd'hui, il y a de la science. Et puis, il y a pas mal d'art aussi, quand même, je peux se le dire. En fonction de l'expérience, de ce qu'on voit, des études multiples et variées qu'on a pu mener, qui mènent à avoir un certain nombre de conclusions. Mais donc, l'enjeu, il est primordial pour nous parce que ça va forcément donner lieu aux bonnes questions en termes de plateforme pour les annonceurs. En fonction des objectifs, encore une fois, c'est aucunement un jugement de la qualité des plateformes, mais chacune peut remplir des objectifs différents. Et on se parlait de cible de consommateurs aussi, ce qui est très intéressant, et on pourra y revenir, je pense, peut-être dans la suite de la discussion, mais ce qui est très intéressant quand on commence à creuser, c'est de regarder aussi la réalité des couvertures et des complémentarités en fonction des âges, potentiellement, en fonction donc de tous les critères sociodémos qu'on utilise. Et quand on parle d'âge, notamment, je reviens à ce que tu disais, Laurent, sur, par exemple, les programmes de télé-réalité, par exemple. Oui, et puis, pardon, juste un insert, globalement, même à émission équivalente, tout de suite, on gagne, on rajeunit de 10 points sur TF1+. Voilà. Et il y a d'autres plateformes sur lesquelles on rajeunit encore plus. Voilà, disons que la plateforme est structurante quelque part, en partie sur le public. Ouais. Et c'est une vraie réalité, non mais complètement, et c'est une vraie réalité qui est très importante pour nous en tant qu'annonceurs, à prendre en considération dans la construction de nos plans cross-plateforme. Et donc, ça va vraiment nous aider. Donc, cette mesure, elle est vraiment très attendue pour pouvoir nous aider à piloter sur un KPI qui va être commun sur l'ensemble des plateformes et mieux optimiser nos plans parce que très certainement aujourd'hui, on surinvestit
probablement à tort sur certaines plateformes et on sous-investit probablement à tort sur d'autres. Et quand on va relier l'intégralité de ça et l'intégralité d'un reach unique d'un plan, on va pouvoir le relier à la réalité des résultats business qu'on en retire. Et donc, pour moi, c'est aussi une vraie manière de réamener de l'investissement derrière, parce que ça va aussi pouvoir aider à démontrer l'impact vraiment de la couverture sur le business et à réinvestir derrière pour la croissance des marques. Donc, Merci beaucoup Magali. Alors on a beaucoup parlé en ces premières parties d'émission, définition, compréhension, enjeux, business et marketing. Le temps presse en fait. Et donc je vous demanderai pour les 2 prochaines parties de répondre le plus rapidement possible. Et notamment là on arrive sur des choses très concrètes puisque c'est des exemples concrets, des résultats. Et notamment Émilie, est-ce que tu as des exemples de campagnes, très succinctement des exemples de campagnes qui ont utilisé justement c'est déjà ces premières mesures d'audience cross-vidéo. Et puis, c'est quoi les résultats derrière? Alors, effectivement, j'ai pas mal d'exemples de campagnes, même, je dirais, depuis le lancement de C'est Audience ton Project en France. Voilà. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que ce qui est très intéressant d'un point de vue solution pour les annonceurs en termes d'insight, c'est d'avoir justement cette vision globale sur la couverture sur cible qu'a apporté l'entièreté de mon plan média. Donc, quels ont été en fait les profils que j'ai été touchés par type de canal, comme le disait juste avant Magali, et surtout, quelle a été la répétition. Moi, ce que j'ai constaté avec certains annonceurs que je ne citerai pas aujourd'hui pour des raisons de confidentialité, c'est que sur certains médias, ils vont surexposer les audiences, là où sur d'autres médias, et notamment en CTV, ils ont tendance à sous-exposer les audiences. Donc, en fait, le résultat sur le plan, c'est que je vais aller exposer, par exemple, des très jeunes, 7-8 fois, et puis des personnes qui ont des tranches d'âge, je dirais, un petit peu plus avancées. Ou un pouvoir d'achat plus affirmé. Oui, exactement, mais c'est bien là le sujet, en fait, Michel. Et un pouvoir d'achat, en règle générale, effectivement, plus affirmé, beaucoup moins. Et donc ça, pour moi, c'est des vrais insights, en tous les cas, qu'on découvre avec les différents clients au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme. Et déjà, ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est de leur permettre de comprendre quel est le CPM réel sur cible qui paye versus le CPM facial. Et là, une fois de plus, en fonction des audiences qu'on va aller atteindre, des tranches d'âge, etc., en fonction des plateformes, on va voir que ça varie drastiquement entre le CPM facial et le CPM sur cible. Et enfin, je crois qu'il y a un insight qui est extrêmement intéressant qu'on peut apporter aux annonceurs si, toutefois, ils rentrent les données d'investissement dans la plateforme par canal et les CPM négociés, c'est de leur permettre de comprendre, au bout d'1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de campagne, quel est le canal à surinvestir parce que je vais aller chercher mon audience cible à moindre coût, et ce, au contraire, qu'il faut désinvestir puisque ça n'apporte pas en fait de reach additionnel au bout de 2-3 semaines de campagne. Voilà. Je pense que Magali pourra revenir. Non, mais c'est vrai. Je pense que Magali pourra redire la même chose que toi, ouais. Elle pourra revenir sur ces sujets. Mais merci, Émilie. Laurent, à date, est-ce que tu peux partager avec nous un exemple où la mesure CTV plus TV mise en place par Médiamétrie depuis janvier 2025, c'est à peu près cette date-là que ça a été lancé. Ça a vraiment permis de mesurer une complémentarité entre TF1 télé linéaire, la plateforme TF1+ et le digital. Oui, alors. Pardon, je vais dire 2 mots en préambule sur cette mesure, parce qu'effectivement, on l'a initiée à l'époque avec le SNP-TV, maintenant ADM-TV, effectivement, parce qu'on savait que la mesure, avec un large périmètre qui intégrerait d'autres plateformes, ça prendrait du temps. Donc, comme nous, on avait notre inventaire qui se délinéarisait de plus en plus, on avait besoin, en fait, et on avait la demande des clients. Donc, Médiamétrie l'a fait, et là, la deuxième phase qui est en train de s'opérer, c'est que Médiamétrie est en train d'intégrer Netflix, Disney, Amazon Prime. Parce que là, on n'avait pas de problème de standard parce que le problème, c'est les standards, puisque la télé, la complétion est incluse dans la mesure. Nos plateformes de BVOD, comme TF1+, M6+, etc., en gros, le taux de complétion moyen, c'est 96%, donc il n'y a pas de sujet. Et c'est pareil pour Netflix, Disney, etc. Donc là, on avait un univers, on n'avait pas besoin de discuter sur les standards, parce que d'emblée, on était d'accord sur les standards, parce que finalement, on a des gros taux de complétion. Donc, pour répondre plus précisément à la question,
L'apport, en fait, il dépend bien sûr déjà du poids de la campagne linéaire, parce qu'évidemment, si on a une campagne linéaire qui fait 85% de couverture, c'est un peu plus compliqué ensuite d'aller en rajouter avec nos plateformes de streaming. En revanche, sur les campagnes qui font entre 60 et 70% de couverture, à partir du moment où un niveau d'impression suffisant, évidemment, hein, parce que c'est sûr que si on fait 500 000 impressions, ça va être un peu difficile d'ajouter quelque chose à une campagne télé qui aura fait des millions de contacts, des dizaines de millions de contacts, eh bien souvent, on arrive à apporter 2 ou 3 points sur la couverture à 2 ou 3 et plus. Donc, c'est un résultat qui est, j'allais dire, substantiel. Voilà. Merci Laurent. Julien, il faut que tu sois très succinct. Je vais être très succinct parce que Laurent a dit en partie ce que je voulais dire. Donc voilà. Sur la mesure qu'on a développée, je prépare ma mobilité chez Médiamétrie. Méfie-toi, Julien. Alors, justement, Julien, c'est quoi les enseignements que tu tires des premiers cas pratiques? Moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que les enseignements, Laurent en a bien parlé, et Magali parlera aussi des attentes et de la vision des annonceurs. Le sujet pour nous, c'est simplement dire qu'on a une mesure always on sur tous les broadcasters, quasiment sur toute leur campagne. Netflix arrive là d'ici à la fin de l'année. On a Amazon et Disney dans cette première version, qui n'est pas la version encore avec Audience Project, mais dans cette version. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, dans tous les systèmes de mesure qu'on imagine, ceux de la WFA et les systèmes globaux, en fait, la mesure repose sur 2 éléments essentiels. Sur des datas connectées à des plateformes qu'il faudra auditer, certifier, etc. Mais des datas, et ça, ces datas AP à plein d'accords avec pas mal de plateformes pour collecter ces datas. Mais il y a besoin à côté de données que la WFA appelle une source of truth, une source de vérité. Et les panels, même s'ils ont des limites, parce que les panels ne savent pas mesurer la fragmentation, mais par contre, les panels, ils ont énormément de qualité, notamment cette capacité à avoir une vision globale. Et je parlais tout à l'heure de cette vision de duplication. Ça, c'est un élément essentiel. Et la deuxième chose, c'est que les panels, surtout des panels comme les mesures télé de médiamétrie, sont des panels qui sont d'une neutralité et d'une qualité qui permet d'être ce juge de paix et qui permet d'enrichir, de contrôler un certain nombre de choses. Et donc, c'est l'association de ces 2 sources de données qui fera la meilleure mesure. Merci Julien. Magali, est-ce que tu as mené récemment une campagne où la mesure cross-vidéo t'a aidé à améliorer cette efficacité que tu recherches tant? Oui, exactement. Et c'est vrai qu'on travaille en partenariat avec Émilie, avec Audience Project, et on est en pleine phase d'apprentissage aussi sur ces sujets-là, parce que tous ces sujets sont relativement encore nouveaux quand même sur le marché. Et je pense qu'il faut être assez décomplexé en tant qu'annonceur aussi, de se dire qu'on est tous en train d'apprendre, de tester concrètement. Et donc effectivement, on teste l'ajout d'une plateforme pour voir ce que ça nous donne en termes de couverture et de reach incrémental. Je corrobore complètement les learnings que tu mentionnais tout à l'heure en termes de fréquence aussi qu'on peut lire sur les différentes plateformes. Et j'ajouterais même qu'on voit très clairement et que c'est des vraies opportunités pour améliorer l'efficacité de nos campagnes. On lit très clairement que certaines plateformes ont des montées en couverture très rapides et puis après vraiment qu'ils amènent des niveaux de répétition, là où d'autres plateformes vont permettre des montées en couverture un peu plus lentes, mais du coup avoir vraiment plus de couverture incrémentale à la fin du plan. Donc tout est une question après d'arbitrage, de dosage et d'optimisation pour la couverture et évidemment derrière aussi les coûts de nos plans. Merci beaucoup Magali. Alors là, vraiment, parce que normalement, on en aurait déjà dû. Et c'est bien, on a plein de choses à se dire, et comme quoi que... Bon, enfin, en même temps, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce sujet. C'est un gros sujet. Hein. Ouais. Voilà, et donc on peut se permettre de dépasser un peu le temps, mais là, on l'a vraiment beaucoup dépassé. C'est la director's cut. Mais quand même, pour finir, On va faire court. d'un mot, vraiment. Émilie, comment tu vois ce principe de mesure cross-vidéo évoluer dans les prochaines années, d'un mot? Alors, il y a 3 points clés, je dirais. La mesure permanente comme norme pour faire de l'optimisation en temps réel. L'utilisation accrue des data clean room pour pouvoir mieux mesurer de manière précise. On en a discuté avec Laurent il y a quelques semaines. Et enfin, l'inclusion des canaux émergents pour permettre aux annonceurs, sur le long terme, de pouvoir bénéficier des nouveaux carrefours d'audience qui s'inscrivent. Je pense notamment aux plateformes de gaming,
à tout ce qui est publicité extérieure, notamment numérique, etc. Voilà. Merci Émilie pour ta brièveté. Laurent, tu as un défi. Je me suis fait vite. Mais on a une question. Hein. Ouais. Toi, à ta vision, cette mesure cross-vidéo, parce que tu parlais de standardisation tout à l'heure, et tu as parlé aussi de comparabilité. Donc, de ton point de vue, à quel horizon tu penses que cette mesure cross-vidéo, elle peut devenir standard sur le marché ? Je pense très rapidement, puisque, comme l'évoquait Julien, je pense qu'on va arriver à voter des standards d'ici la fin de l'année dans les instances de médiamétrie, puisque médiamétrie, c'est quand même une spécificité de la France. Hein, on fait toutes les décisions de mesure en consensus, toutes parties confondues. Ouais. Peut-être notre Assemblée nationale devrait prendre leçon sur les, statuts de médiamétrie. Pour moi, je vais juste dire que il ne peut pas y avoir qu'un seul standard. Ce n'est pas ce que les clients souhaitent. Okay. On a dit que les standards nationaux de la télé, notamment, différaient d'un pays à l'autre. Moi, nous, en tout cas, TF1, et je pense que la plupart de mes collègues des autres régies seront d'accord avec moi, on veut bien plusieurs standards, on ne veut juste pas les mélanger. Okay. C'est-à-dire que moi, ce que je veux pas, c'est qu'on mélange mon inventaire complété à 100% avec des choses à 2 secondes ou à 0 secondes. Ça, je veux pas, en fait. Mais je suis aussi capable de donner des données non complétées ou d'établir un coefficient de redressement pour que les clients puissent me comparer avec les gens qui donnent du 2 secondes. Voilà, moi, vraiment, toute mon exigence et sur quoi on pliera pas, c'est on mélange pas les standards. Il peut y en avoir plusieurs, mais on les mélange pas. C'est très clair, Laurent. Merci pour ta précision. Julien, les prochaines étapes concrètes du travail, notamment avec notre partenaire AP et une roadmap qui va commencer dès début 2026 avec un premier MVP. Beaucoup de dialogues qu'on va poursuivre avec le comité. Créer le consensus, on va y arriver. Moi aussi, je suis confiant et je dois dire que ce mot confiance, il est important parce que la mesure, c'est ce qu'elle crée. Elle crée de la confiance et je crois qu'on est à un moment où le marché a besoin de cette confiance à travers la mesure. Et notamment la confiance des annonceurs. C'est pour ça, Magali, que tu auras le mot de la fin. Merci. pour parler des évolutions que tu attends en tant qu'annonceur pour que cette approche serve encore mieux tes besoins marketing. Donc, c'est quoi qu'est-ce que tu en attends ? Alors déjà qu'on ait cette première version, justement, et cette MVP, parce qu'on l'appelle tous de nos voeux. Et on sait que ce ne sera pas complètement parfait, parce qu'on sait qu'on n'aura pas exactement tous les bons KPI et la complétion, etc., qui nous intéressent tous, mais il faut qu'on démarre. Et il faut qu'on l'enrichisse. Et donc, vraiment, l'attente en tant qu'annonceur, c'est de pouvoir enrichir cette mesure-là et de pouvoir la pondérer avec des critères, et on en a parlé, de visibilité, de complétion, d'attention, et qu'on puisse avoir en tant qu'annonceur cette flexibilité-là. Donc vraiment, s'il y a 2 attentes clés, c'est cette flexibilité et cette mesure dont tu parlais, Laurent, tout à l'heure, il en faut plusieurs. Et il faut que les annonceurs puissent le faire et comparer les plateformes sur les mêmes critères. Et la deuxième, c'est d'intégrer un maximum de plateformes, parce que c'est là où la mesure sera de plus en plus pertinente et on aura de plus en plus de transparence et d'adoption aussi sur le marché dans l'ensemble de cette mesure-là. Eh bien, merci Magali, merci Émilie, merci Laurent, merci Julien d'avoir été les marins. Non, c'est la fatigue. C'est bien. Les marraines et les parrains de ce premier épisode de The TV Society. Effectivement, on a dépassé le temps, mais c'était pour le plus grand bien, j'allais dire, du marché, puisque ce sujet de mesure cross-vidéo, c'est un petit peu... j'allais dire une arlésienne, mais c'est surtout une très grande attente de l'ensemble des acteurs du marché. C'était une arlésienne, ça va devenir une réalité. Et là, aujourd'hui, c'est une réalité, comme tu le dis. Et on n'est pas en retard, hein. La France n'est pas en retard, il ne faut pas le penser. Hein. Et justement, puisque la France n'est pas en retard, je rappelle que cette émission est sous-titrée en anglais, ce qui permet à nos confrères et consoeurs à l'étranger de pouvoir comprendre nos avancées et certainement d'être un modèle du genre. Donc, je vous remercie pour vos explications et je vous dis à très bientôt. Merci. Ainsi se termine notre échange autour de la mesure cross-vidéo des audiences TV. The TV Society est une émission Minted, produite par The Society's Media, réalisée avec le soutien
d'Audience Project. Merci à nos invités et aux équipes techniques et de production de RMC BFM. Retrouvez cette émission sur LinkedIn et en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.